débuté il y a 2 ans. Pourquoi de départ, vous savez peut-être, une exceptionnelle découverte réalisée il y a 20 ans par messieurs justement Michel Maillot et Olivier Pelot, astrophysiciens à l'Observatoire de Genève, de la première exoplanète baptisée 51 Pégasi B, autrement dit, la première planète gravitant autour d'une autre étoile que notre Soleil. Une découverte de l'importance ne cesse de croître depuis, avec notamment la mise au jour, à ce jour justement, de près de 2000 nouvelles exoplanètes, dont l'identité et la taille relative sont de plus que Genève peut se vanter d'avoir été, et surtout est une ville de science, de réputation largement internationale. Cette exposition est le fruit d'une formidable collaboration de Muséum, l'Université de Genève et son observatoire, ainsi que le pôle de recherche nationale, l'ANED. En fait, la mutualisation des compétences scientifiques, muséologiques, muséographiques et techniques, renforcée par l'intervention de partenaires clés, a permis d'aboutir à cette exposition temporaire de l'univers et à l'infini, et en particulier à l'idée qu'une autre forme de vie peut exister peut-être ailleurs que dans le cosmos. Mais cette quête d'une vie extraterrestre, aux confins de l'univers, a aussi pour conséquence de nous rappeler par un formidable effet miroir que parmi les milliards d'exoplanètes qui restent à découvrir, notre planète vivante, la Terre, reste unique et exceptionnelle et qu'elle mérite plus que jamais notre attention. Est le 13 mai sur notre site du Musée d'Histoire des Sciences dans le cadre d'une seconde exposition intitulée Terre et Soleil, qui est consacrée à l'histoire mouvementée de nos représentations. Il y a 20 ans, nous étions à l'Observatoire de Provence avec Thierry et nous étions bien loin d'imaginer l'impact que notre travail de l'époque a pu avoir. C'était du travail de développer un instrument, un nouvel instrument avec une bonne précision. Et c'était absolument pas du tout, on n'avait pas l'impression qu'on était en train de marcher dans un domaine qui avait émergé, un nouveau domaine qui avait émergé. Après l'annonce de cette découverte, on a immédiatement perçu que ce n'est pas la solution de problème, mais après le nombre de contacts qu'on a eu avec les téléphone. En fait, on a réalisé plus tard un mieux rêve de l'humanité, le rêve de la pluralité. Mais ceci, ce n'est pas du tout
ça évolue, mais c'est grâce à leur travail, leur compétence, leur assiduité, ont tenu longtemps, que la découverte marque vraiment l'histoire de l'humanité. Et évidemment, je peux être fier que c'est Genève qui est le berceau de cette recherche d'exoplanètes. Et c'est pas un hasard. Genève a réellement une longue tradition d'être une ville de science et de recherche. On la connaît, ville de finance, ville internationale, ville au centre d'un site naturel exceptionnel. Et nous sommes aussi, depuis très longtemps, une ville de science exceptionnelle. Alors, certaines institutions sont très connues, comme le CERN, bien sûr, qui rayonne dans le monde entier en tant qu'institution ancrée à Genève, dans la région. Mais d'autres institutions, depuis longtemps, qui ont bien des développements scientifiques, bien sûr le Conservatoire Germain Botanique, qui est de la biodiversité, avec un des grands héritiers. Ici, le muséum, avec toutes ses collections, parfois connues pour les chauves-souris, et aujourd'hui pour les exoplanètes, en diversité. Et bien sûr, le Conservatoire de Genève. Et ceci, on est étroit avec les institutions académiques, l'Université de Genève, bien sûr, et aussi les écoles en général. Et comme j'ai dit, c'est pas récent. Je cite des scientifiques comme Raphaël Saussure, Karl Vogt, Jean-Daniel Colladon, Charles-Collet Barbara Tremblay, pour montrer tout ce monde tradition. Depuis que je suis en fonction à la tête du département de la culture et du sport, j'ai exhorté les musées à encore plus travailler ensemble et surtout de proposer encore plus d'expositions qui soient aussi accessibles que possible au grand public. Dans le muséum, avec celui-ci, le musée d'histoire des sciences, qui a une exposition qui ouvrira un peu plus tard. Et je dois dire que je suis très heureux du résultat de cette injonction, de cette demande, puisqu'au-delà du vernissage aujourd'hui, si vous regardez le programme de l'activité en lien avec cette exposition, il est extraordinaire. Style, conférences, rencontres, échanges, et le tout vraiment conçu pour un public très diversifié, pas du tout pour un public qui serait déjà scientifique, qui s'y connaît. Et ça correspond à la demande de la ville que nos musées n'arrêtent jamais de trouver des nouveaux publics. Non pas tellement pour faire du chiffre. Le muséum aujourd'hui attire déjà 300 000 personnes par année. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus remarquable, c'est un des plus grands musées de Suisse. Mais ce que des matchs de l'Audimat, en quelque sorte, c'est simplement que les musées ont cette capacité, ils le font bien, c'est de faire comprendre des choses qui paraissent incompréhensibles, de décoder les mystères de l'univers, de faire des liens avec les mondes d'ailleurs, de faire des liens avec le passé, bien sûr, dans le cas de musée historique par exemple, des éléments accessibles à la culture du sens large et la science. Et dans une période parfois où les choses changent vite, évoluent vite, parfois les gens perdent leur repère, je suis très heureux à ce qu'il y a dans le pas. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis un fervent des lumières, des scientifiques, mais il faut évidemment que les autres de manière accessible au public. Et les exoplanètes, c'est vraiment un défi. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont des notions, c'est des distances inimaginables. C'est pas directement, on ne peut pas photographier. Les gens vous diront avec de pouvoir photographier avec l'iPhone, avec l'iPad. Maintenant, les exoplanètes, ça ne photographie pas. C'est des distances imaginables, comme j'ai dit. Il fallait essayer de trouver des moyens. Et je sais qu'il faut des passions d'y arriver. On s'est entouré de prudence à tous les points de vue. Moi d'abord, au niveau d'être sûr que ce qu'on voyait était réel. Et c'est vrai, pendant plusieurs mois, dans mon état d'esprit, c'était plutôt de montrer que ce n'était pas réel. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu en termes de compréhension. Qui existait voici plus de 2000 ans. Ce type de réflexion se sont perpétuées au cours des 2 millénaires et a fait toujours partie des rêves de l'humanité. Vous regardez le ciel et vous posez la question, est-ce qu'il y a d'autres mondes habités dans le ciel? Et nous avons uniquement un avantage par rapport à ces illustres précurseurs, la technologie nous a permis de les découvrir. Voici 25 à 30 ans, plusieurs groupes dans le monde essayaient de détecter des planètes extrasolaires par une technique qui est indirecte, c'est-à-dire on ne peut pas les voir directement. Le contraste de lumière entre l'étoile et la planète est trop grand pour ceci. Par contre, on utilise un effet extrêmement simple. Si vous avez une étoile et une planète qui tourne autour, eh bien l'étoile aussi va être animée d'un petit mouvement et c'est ce mouvement qu'on va chercher à détecter.
Eh bien, moi, avec des collègues français, nous avons construit un nouveau type de spectrographe avec une précision suffisante, pour une sensibilité suffisante, pour détecter ces tout petites variations de la vitesse des étoiles. Et par quelques calculs, eh bien, nous pouvons calculer la masse de la planète qui perturbe l'étoile, sa période et d'autres paramètres.